Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission. Vous êtes sur votre chaîne Canal 2. Alors depuis un certain temps, vous l'aviez constaté, nous continuons à travailler sur le culte de la méditation face à une pandémie. Et ce soir encore, je suis accompagnée du professeur Emmanuel Glipote qui est le concepteur de l'émission et à qui je vais laisser le soin de nous donner les différents angles que nous allons aborder ce soir. Bonsoir professeur. Bonsoir Laura Agathe, un bonsoir renouvelé pour tous les téléspectateurs et même ceux qui sont du côté de YouTube. Nous leur disons bonsoir et merci pour leur encouragement. Alors ce soir nous allons parler de la divinité, les vivants et les virus, un peu dans le registre de ce qui serait du thème développé depuis là. Et nous allons à la fin par la suite, nous parlerons des tempéraments. On va faire un petit briefing sur les tempéraments pour essayer de voir est-ce que ce serait pas normal qu'on revienne sur les méthodes qui avant payaient à soigner les gens malgré que ces méthodes-là ne payaient pas à rentabiliser le commerce de médicaments ou bien le commerce de la médecine, parce que ces méthodes étaient holistiques, donc aujourd'hui abandonnées comme si c'était des méthodes acariâtres, parmi lesquelles la connaissance des tempéraments, par exemple. Voilà. Alors vous l'avez compris, nous allons passer 90 minutes ensemble, bien sûr, pour pouvoir voir ce que c'est que le tempérament et quel pourrait être l'impact du tempérament dans notre vie. Donc nous allons vous proposer la chronique qui va se faire en deux parties. Vous auriez la réflexion de ce soir et la possibilité de participer à votre émission en nous envoyant les messages via le numéro qui va s'afficher sur le bas de votre petit écran. Alors si vous êtes déjà bien installé, le train va quitter la gare et le prochain arrêt, c'est la première partie de la chronique de ce soir. Le culte de la méditation face à une pandémie, 37e édition. La divinité, les vivants et le virus. Nous sommes des divins, les fils du Très-Haut, de l'Ancien des Anciens, de Ilolombe. Bref, nous sommes les fils de Dieu. Voici ce que nous enseignent les Écritures sacrées, sans que la Bible n'en soit du reste. Mais pourquoi tant de misère, pourquoi tant de difficultés, pourquoi la pauvreté, les maladies, les épidémies, etc. Les initiés vénérés nous font découvrir que la cause principale de nos difficultés provient de notre inaptitude à nous comporter d'une manière juste. Ils nous invitent à diriger notre énergie vers un but juste, la libération de nos limites et de nos souffrances en nous mettant sur la voie de la perception transcendantale par laquelle nous avons accès à la divinité grâce à une vision pure. Une telle vision passe par les voies de la connaissance. Celle-ci nous permet de ne plus nous mettre en déphasage avec le vivant, à l'exemple de la cellule de notre corps. Ce qui nous amène à savoir qui de la cellule ou du virus est vivant. Car sans la cellule, il n'y a pas de virus possible. Du coup, on comprend aisément que la cellule est le seul être vivant de notre organisme. Comment mieux appréhender tout ceci? Cela n'est possible que par la voie de l'initiation, la connaissance. Il s'agit de la connaissance propre initiatique. Elle s'acquiert. Malheureusement, elle n'est pas l'amie de tous ceux qui vivent sous le prisme d'un scepticisme démesuré pour une raison ou pour une autre. Ce scepticisme trouve sa réponse dans le manque de la connaissance au sens réel du terme, surtout qu'elle ne fait pas partie du programme scolaire classique. Sans risque de nous tromper, disons qu'elle est restée la chasse gardée des initiés dignes de ce nom, les seuls capables de savoir où elle se cache. La connaissance est souvent en déphasage avec ce qui
vous a été enseigné depuis le bas âge, marquant de méfiance tout ce qui relève de l'inconnu. Et ne dit-on pas souvent que l'inconnu fait peur que le connu? Si ce qui vous a été dit depuis le bas âge ne rime pas avec ce qui a été enseigné à l'école, cela sera rejeté. Ou que l'école l'ait naturellement confirmé, même si cela est abrutissant, qu'importe. Il est très difficile à tous les niveaux, surtout aux universitaires, de comprendre le fond des choses. L'apprenant s'étant rendu au niveau supérieur le plus abrutissant. Pourtant, c'est du côté de la connaissance fondamentale que réside la science globale dont nous faisons allusion depuis le début de l'avènement de Covid-19, d'édition en édition. Et parce que les universités ne s'intéressent pas à une telle science, à cause de la division de travail sans doute, qu'il ne soit que normal que l'enseignement de ces écoles fasse glisser leurs diplômés à la contradiction, quand bien même il puisse s'avérer que ces praticiens soient du même bord. En médecine, par exemple, bien qu'étant de la même chapelle, deux médecins face à une maladie, même avec une appréciation identique, ne prescrivent toujours pas les mêmes médicaments, les mêmes molécules. Ils vont même jusqu'à se critiquer dans les prescriptions. Dommage. En temps d'épidémie ou de pandémie, nous assistons même non seulement à la panique, mais surtout à une énorme incohérence dans les discours pseudo-scientifiques venant de tel ou tel autre scientifique de ce milieu. Ce qui laisse libre cours aux politiciens d'embrouiller la population à leur guise, eux-mêmes étant devenus des embrouillés. Et aux hommes d'affaires qui financent ce genre de médecine, d'imaginer comment se faire du fric. Avec Covid, bientôt un an, semble-t-il, on n'est même pas au milieu du tunnel, au point où on est en droit de se demander à quand la fin de disputes interminables. Vous convenez avec nous qu'il y a quelque chose qui ne va pas en médecine dite moderne. Cette chose s'appelle le manque de connaissance de ce qu'est la maladie. Il se confirme que la notion de la maladie échappe plus d'un praticien du milieu médical officiel, entre autres la connaissance du vivant. C'est-à-dire savoir ce que c'est que la maladie sans s'accrocher simplement à des théories livresques et ne pas être capable de mettre l'humanité à l'abri des difficultés de santé. Une preuve que ce manque de connaissances rend quasiment tout le monde vulnérable. Pourquoi ne pas revenir sur l'étude holistique qui permet d'acquérir une grande maîtrise de l'équilibre vital par la mise en pratique des protocoles basés sur la connaissance des tempéraments? Nous y reviendrons. Alors, professeur, ce soir, vous nous faites comprendre que nous sommes les fils du Très-Haut. Bon, il y a un mot, d'accord. Nous sommes les fils du Très-Haut, vous l'avez compris. Quel serait le rapport entre être fils du Très-Haut et les virus, les cellules et la pandémie qui sévit actuellement? Bon, alors ça veut dire que c'est parce qu'on ne sait pas qu'on est les fils des Très-Hauts, c'est qu'on parlait des virus, des pandémies et tout cela aujourd'hui. C'est comme une personne qui s'est égarée. Mais pourtant, il y a de boursoles. Mais lui, ça lui dit rien. C'est-à-dire que vous êtes en pleine mer, mais vous n'utilisez pas de boussole, ou bien vous ne savez pas qu'il en existe une, ou vous en avez, vous ne savez pas que vous en possédez à bord. Alors vous végétez dans l'eau comme ça, sans repère, jusqu'à perte de vue. C'est ça l'humanité. Parce que depuis l'époque de Louis Pasteur, un peu avant cette époque déjà, au deuxième siècle de notre ère, les choses ont commencé à changer un peu, parce que d'Hippocrate qui parlait des tempéraments et qui avait été le mentor de gens comme Galilée, mais le discours final n'était pas le même, parce que
Si Hippocrate ne s'occupait pas des problèmes du sang, au moins Galien, lui, il s'occupait des problèmes du sang. Au deuxième siècle, notre ère disait que le sang ne circulait pas. Alors on a fonctionné avec ça pendant des siècles. Il fallait attendre. Et ça a tué les gens. Il fallait attendre le 17e, le 16e, 17e siècle pour que, d'ailleurs au 15e siècle, on a commencé à rironner tout ce qui en parlait. Et après, on est monté jusqu'au 17e siècle, avec Paracelse surtout, qui ont amené d'autres manières de voir les choses et tout. On se retrouvait finalement qu'on parlait de la circulation sanguine. Pourtant, à une époque, on a critiqué le fait d'utiliser le tempérament, du moins la connaissance des tempéraments, ou bien la base de la médecine sur le fait de passer par les tempéraments, par le biais du fait que lorsqu'on était de tempérament sanguin, c'est-à-dire qu'on pensait que ton sang est souillé, donc il fallait faire des saignées. Bon, donc c'était des méthodes de soins un peu acariâtres et qui, quelque part, mettaient plutôt les gens en danger. Donc cet tâtonnement-là est allé dans tous les sens. Pourquoi? Parce que, quelque part, les choses ne se passent pas de manière initiatique. Si les choses se passaient de manière initiatique, si on croyait à l'existence de Dieu ou d'une certaine divinité, si on croyait à l'existence de l'essence, si on croyait au vitalisme, c'est-à-dire à l'existence de l'énergie vitale en nous, si on croyait que les cellules ont une vie, il n'y aurait pas de temps en temps qu'on aille devant, qu'on recule, qu'on aille à gauche, à droite, tout cela jusqu'à entraîner une mise en place des méthodes totalement basées sur l'imposteur, qui partent donc du 16e siècle, 17e siècle déjà, 18e, où il faut trouver les agents pathogènes et les combattre dans le corps. Et là, on n'a pas encore toute la connaissance de la cellule, mais on a déjà l'impression qu'on en sait tellement qu'il faille combattre les cellules. Parce que même le fait d'aller au niveau de l'ADN, les chromosomes et tout, il fallait attendre l'ère de 1952, 53, je ne sais pas quoi, pour qu'on en arrive là, qu'on arrive à découvrir qu'il y avait, par exemple, les chromosomes. Longtemps, on a dit que les génomes ne se modifiaient pas. Les cas de condamner une certaine catégorie de personnes, j'ose dire les drépanocytaires, à rester dans la logique d'une médication sans une éducation de base aux malades, parce qu'on n'a rien à foutre à étudier le fonctionnement des cellules, mais on a plutôt à chercher à provoquer un équilibre de gré ou de force par le biais de médicaments, comme pour dire que les cellules ne servent à rien, le corps seul sert à quelque chose. Et pourtant, en biologie, on en parle, on parle des cellules, et là nous sommes dans les études universitaires. Donc, la divinité, le vivant, ou les cellules, ou le virus, tout cela doit, à mon sens, partir sur une nouvelle base aujourd'hui, avec ce qu'on a dit, c'est-à-dire l'échec total. On ne peut pas dire que les grandes nations comme les États-Unis, où jusqu'à un certain âge, j'entendais les gens dire que ce qui dépasse le blanc, seul Dieu peut faire. Et que le blanc était Dieu. Et que Dieu, qui était le blanc, rien ne le dépassait. Et qu'on se retrouve devant une situation où on nous rapporte qu'on ne sait même pas comment les virus nous contaminent. Ce discours-là fait très mal à écouter. Lorsque on est regardant, lorsqu'on est cultivé, lorsque on fait dans les sciences occultes, où on sait qu'il y a plein de choses qui font en ce que ce genre de discours existe. Et ces choses-là sont basées essentiellement sur l'ignorance.
Alors, il faut que cette ignorance-là cesse. Parce que l'ignorance serait la mère des péchés, dans tous les sens, que ce soit dans le domaine scientifique, que ce soit dans le domaine religieux. C'est l'ignorance qui est la mère des péchés. J'entends par péché ici les manquements. Lorsque nous parlons science, qui vont dans le sens de la méconnaissance, qu'il existe une connaissance, celle-là s'acquiert, elle ne se donne pas. On ne l'enseigne pas. On n'enseigne pas la connaissance, puisqu'elle se révèle. Elle se révèle, et c'est à base du fait qu'elle se révèle que d'autres gens, sans avoir été à l'école, ont un grand savoir, soit dans le domaine technologique, soit même dans le domaine des sciences, au point à apporter des éléments pas seulement additionnels, mais correctifs par rapport à ce qui se passe. Et même, parce que ça se révèle que même à l'intérieur du milieu de ces genres de sciences-là, moi j'appelle le milieu des scientistes, il y en a qui sont des scientifiques dans ces milieux, pendant que les autres ne sont que des scientistes. Voilà ma réaction par rapport à cette question. Alors, professeur, vous avez parlé de l'ignorance, donc nous allons commencer, les téléspectateurs et moi bien sûr, allons commencer à nous abreuver à la connaissance ce soir. Parce que dans la chronique, vous avez dit qu'il n'y a pas de virus sans cellule. Ouais. On aimerait bien comprendre ce que ça veut dire. La cellule, c'est le virus, ou alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, longtemps, quand on était à l'école primaire, heureusement, il faut faire toujours allusion à ce qu'on était à l'école quand même si on a fait la CIL et se retrouver au quartier. Alors, on nous disait qu'il n'existait rien d'autre que les cellules, comme les êtres vivants. Et les virus, on n'en parlait pas tellement. Bon, ou parce que je suis très vieux et la science a évolué, qu'aujourd'hui, il y a la virologie qui en est devenue toute une science. Alors, non loin de notre époque, c'est-à-dire de notre décennie, on a toujours enseigné que les virus sont des êtres qui ne sont pas vivants. C'est-à-dire qui ne mangent pas, qui ne respirent pas, qui ne bougent pas. Pour infecter, il faut que il se retrouve dans une cellule afin de forcer la cellule à se multiplier, du moins à ce qu'il se multiplie. Et là, on se retrouve devant un discours tellement universitaire et tellement discutable pour une personne qui a droit au raisonnement. Parce que le côté fabuleux de l'école, c'est qu'un apprenant n'est pas un comprenant. Il n'a même pas le droit de comprendre ce qu'il apprend. Il doit reprendre de vive voix ce qu'on l'apprend. Jusqu'au doctorat, il faut que le jury soit d'accord de ce que tu racontes pour valider ta thèse. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a la pensée unique qui voudrait qu'on suive le même chemin et qu'on ne se dérape pas afin de basculer la machine impérialiste sur la donne connaissance. Alors donc les connaissances livresques empêchent donc que nous essayons de voir à peu près combien d'êtres vivants le corps a. Parce qu'apparemment, il y a deux êtres vivants aujourd'hui dans le corps. Il y a d'un côté le virus, de l'autre côté la cellule. Ce qui est archi faux. Les cellules peuvent se détériorer. L'exemple peut être très facile à trouver une réponse lorsque on est au marché et qu'on achète les pommes de terre, par exemple. On choisit des plus belles pommes dans le panier du marchand. Les pommes en question ne sont pas choisies parce que on s'attend à quelque chose, mais malheureusement à la cuisine, lorsqu'on ouvre ces pommes, on peut trouver que ça fait une boule à l'intérieur. Et cette boule-là a un semblant de comment je peux appeler ça, d'éléments noirs, marron, noir ou marron,
ressemblant un peu au poil, hein, qui se brise facilement parce que ce n'est pas forcément les poils. Vous allez trouver dans une autre paume plutôt comme s'il y avait une nervure, c'est-à-dire un petit creux au beau milieu de la paume, ainsi de suite. Alors, pourquoi cette paume vue de l'extérieur a une bonne apparence? Mais parce que le virus n'avait pas atteint l'extérieur. Il était encore à l'intérieur. Quand il arrive à l'extérieur, on ne peut pas acheter cette paume-là. Alors, donc, c'est quoi la paume? C'est la cellule. C'est quoi le virus? C'est la boule ou ce genre de nervure qu'on peut constater au milieu de la paume. C'est comme ça que le virus se retrouve dans une situation où on peut donc voir un bâtonnet en forme de bâtonnet, en forme d'un point, en forme de boule. Je crois que Didier Raoul, il est capable de nous décrire tout genre de virus qui existent parce que c'est son travail là-bas. Mais ces virus, c'est à l'intérieur des cellules, ce n'est pas hors des cellules, ce n'est pas déposé quelque part. Qu'est-ce qui fait donc que la cellule se détériore jusqu'à être virusée? Est-ce que le problème se passe par la contamination ou la réponse à la fertilité, hein, des virus à capter des cellules, je veux dire, à capter les virus? C'est là qu'il faut aller chercher la réponse. Si c'est que les virus, les cellules sont en train d'attendre à tout prix l'entrée des virus pour les absorber et pour que les virus les détériorent, ça veut dire qu'il y a une prédisposition déjà sur le comportement de l'individu à qui la contamination sera favorable. Alors, ce comportement-là peut aller dans le sens du mode de vie. Si le mode de vie de l'individu est favorable à rendre son terrain organique accessible à l'encrassement, on ne peut que avoir une réponse du genre comme si on a été contaminé alors qu'on a été plutôt réceptif. C'est-à-dire, l'exemple peut être donné du genre que vous avez une personne qui a une maladie sexuellement transmissible, une infection, une IST, une infection sexuellement transmissible, mais qui n'arrive pas à transmettre son infection à tout le monde. Simplement parce que certains sujets ne sont pas dans le registre de répondre à ce contact dans le sens d'être contaminé. Voilà à peu près cela. Donc si aujourd'hui, les écoles qui sont prétendument des grandes écoles, si le système scolaire qui est prétendument le système donneur de leçons, qu'on a mis tout le monde dedans, hein, et qu'on essaie d'expliquer la fiabilité intellectuelle d'un pays par son taux de scolarité, où parfois il y a des mensonges, comme le cas de la France, on met 99%, okay, ou c'est les étrangers qui vont à l'école, ou c'est les Français, on met tous à 99%, on met, par exemple, certains pays d'Afrique, 60%, 65%, ainsi de suite. Bon, si cette école-là avait pour base d'enseigner ce que c'est que la vie, en tenant compte du peu qu'on sait de la cellule, même le mode de vie, parce que le mode de vie allait concourir dans le sens de prendre cher, de prendre acte qu'il ne faut pas jouer avec la vie. Voilà. Professeur, tout à l'heure, vous avez parlé de contamination. Alors, d'où viennent, parce qu'on parle de contamination, ça veut dire qu'on va d'un point à un autre. Bon, d'où viennent donc les virus qui vont à un moment se retrouver dans les cellules du corps? Moi, je pense qu'il faut d'abord expliquer qui a contaminé qui pour la première fois, afin que les autres se mettent à contaminer les gens. Ça risque d'être une très longue chaîne. Alors, ça veut dire qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on raconte. C'est pour ça que Claude Bernard disait que le microbe n'est rien, c'est l'état de l'organisme
qu'il faut voir la chose. En médecine holistique, du genre, ce qui est pratiqué en Inde et tout, hein, en Ayurveda et tout ça là, on ne connaît pas les histoires de virus, ni des microbes. On sait que le dysfonctionnement des cellules va entraîner l'alerte. Et on va s'occuper de cet avertissement d'une manière très naturelle. Et puis, il n'y aura plus un problème. On a vu des gens quitter l'Afrique, l'Europe et tout, se retrouver en Asie. Pendant qu'on attendait les opérer, les médecins ayurvédiques se mettent tout simplement à donner des conseils, comment manger, comment faire ci, comment faire ça, et on ne les opère pas. Pendant ce temps, il n'y a pas de grandes prescriptions de molécules avec des excipients hautement toxiques à mettre à leur disposition. Donc, la contamination, c'est un problème des concepts. Ces concepts-là sont en rapport avec les normes. Certaines normes voudraient bien qu'on aille dans le sens à commercialiser quelque chose, et non dans le sens à veiller à ce que l'humanité puisse retrouver des réponses et d'équilibre fonctionnel de leur énergie vitale, afin que on ne parle plus de maladie. Parce que la maladie, on l'a toujours dit à cette émission, c'est le mal qui a dit. Et ce mal ne veut pas dire les cellules sont malades. Non, les cellules sont plutôt embêtées. Et l'homme devient malade. Il faut donc cesser d'embêter les cellules et l'homme ne sera plus malade. Professeur, j'aimerais bien, je voudrais être sûr que le message est passé. Donc, parce qu'à vous entendre parler, on a l'impression que, en principe, le virus n'existe pas. Alors, les cellules existent, le virus existe. Parce que j'ai donné l'exemple des pommes. Si c'est qu'on regarde à l'intérieur de la pomme, on peut dire que la pomme est virusée. C'est la même chose de la cellule. Elle est virusée à partir du moment où elle se détériore de son noyau. Mais tout à l'heure, vous aviez dit qu'on ne peut pas, parlant de la contamination et de la provenance des virus, vous avez fait comprendre qu'on ne peut pas, il faut d'abord qu'on retrouve la chaîne par qui est contaminé. Vous parlez plutôt du niveau d'encrassement de l'organisme qui fait en sorte qu'à un moment, les cellules donnent une alerte et puis on a la maladie. Alors, est-ce à dire que le niveau d'encrassement serait l'origine des virus? Justement, c'est ce que je veux dire. Je voudrais bien dire que vous soyez contaminé par quelqu'un ou pas, il y a de l'autocontamination. Ce qui veut dire quoi? Une forme de détérioration des cellules basée sur les dégâts de la façon dont du mode de vie. Oui, nous vivons, de nos modes de vie. Alors, si on se repère sur les vidéos de Didier Raoult que nous avons essayé de publier au cours de ces éditions au cours des éditions passées, lorsqu'il dit que en période de canicule, comme ça en a eu le cas régulièrement en Europe, les personnes d'un certain âge meurent comme ce qui se passe lorsque la chaleur frappe sur les fourmis. Parce que nous qui connaissons ce que c'est que les fourmis magnantes, on sait bien qu'en saison de... quand il fait chaud, oui, quand il fait vraiment chaud en saison sèche, bon, ces fourmis-là font des tracés comme une colonne. Et quand le soleil chauffe très bien, ce n'est pas toute la colonne qui arrive à destination. Beaucoup de ces fourmis-là restent dans le passage inerte. Alors c'est comme ça que la chaleur, les climats arrivent à tuer les gens en Europe. Et ne tuent pas les gens en Afrique de la même manière. Parce que nous n'avons pas le même mode de vie, même si ils sont accoutumés à leur climat. Mais ce climat-là, par rapport à certaines personnes qui ont un mode de vie qui est fragilisé, leurs cellules, pendant la période de canicule, ils passent.
Et c'est comme ça qu'il y a des grippes là-bas aussi, qui font trépasser des gens simplement parce que leur organisme est incapable de supporter le champ magnétique qui soit basé plus sur les vibrations électromagnétiques en rapport avec le climat. Ça, ce n'est pas des contaminations. C'est des facteurs tels que les cellules sont épuisées. Et toutes sortes de vibrations peuvent entraîner le dysfonctionnement de l'organisme, étant donné que l'épuisement de cellules dans l'ensemble ne donne plus la chance à la force vitale, à l'énergie vitale, de continuer à y fonctionner normalement. Voilà. Alors pour ça, parlons maintenant de cette connaissance fondamentale, parce que tout au long de la chronique, vous parlez de la connaissance fondamentale. Est-ce qu'on pourrait définir la connaissance fondamentale? Alors, disons, on peut dire qu'il y a plusieurs sortes de connaissances. Comme il y a la science fondamentale, il y a la science appliquée, il y a plein de sciences. Alors, dans la connaissance fondamentale, nous mettons la métaphysique. Donc, la haute philosophie de la vie qui permet d'étudier l'univers, ou alors d'étudier tout de l'univers allant de l'univers à nous, en termes de macrocosme et de microcosme. Alors, cette étude n'est pas quelque chose qu'on rencontre quelque part, simplement comme si on avait de l'argent à donner à un système pour y parvenir. Ça va dans tous les sens, certes. On peut aller dans le sens de la méditation pour obtenir l'accès à la spiritualité ou à la spiritualisation de soi, parce que le but est de retrouver l'essence. L'essence étant la divinisation de l'être que nous sommes. C'est quoi la divinisation de l'être? C'est devenir les dieux, les divins. C'est pourquoi à l'entame, à l'introduction de cette chronique, je rappelle que les enseignements secrets, ou alors les écritures secrètes ou sacrées, nous apprennent que nous sommes des dieux, les fils du Très-Haut. Alors, le Très-Haut, c'est qui? C'est quelque chose peut-être dans notre imaginaire. Mais les fils, ça veut dire que nous sommes liés à l'essence directement. Parce que le côté de notre existence est la vie. Et la vie est imperceptible. Elle se manifeste tout simplement. On la reconnaît comme telle grâce du fait qu'elle se manifeste à nous. Quand elle cesse de se manifester, nous essayons d'exister. Mais cependant, ce n'est pas parce qu'elle cesse, que sa manifestation cesse en nous, que nous n'existons plus. Parce que le nous là, c'est le grand N. Ce n'est pas la matière qui est la carcasse que nous habillons, que nous soyons, que les gens passent le temps à piquer, à placer les perfusions, à faire ceci, à faire cela. Tout cela, ce n'est pas nous là. C'est la carcasse. C'est la matière. Alors, on a donc l'impression que avoir des connaissances basées sur la matière, c'est avoir de bonnes connaissances scientifiques. Et c'est faux. C'est quand on a des connaissances au-delà de la matière qu'on commence à avoir des connaissances dans le sens propre du terme. Et là, on peut réveiller un mort sans perfusion. On peut soigner n'importe quelle maladie sans médicaments. On peut se déporter d'un point à l'autre. On peut l'éviter, c'est-à-dire quitter là où on est assis, se lever, sans toutefois qu'il y ait quelque chose sur quoi vous vous êtes accroché, ou bien vous vous y tenez et vous vous élevez. On peut arriver à des situations perceptibles du genre incroyable. Alors, pourquoi toutes ces choses nous manquent aujourd'hui, alors que dans l'Antiquité, il y avait
Même au niveau des initiés, certains d'entre nous qui avons la prétention d'être des initiés, nous n'arrivons pas à nous l'éviter. Simplement parce que nous avons besoin des escaliers pour faire certaines choses. Avant, pour faire l'escalier, c'était c'était très difficile. Pour aller cueillir, par exemple, les noix de coco, on pouvait le faire sans toutefois avoir besoin de s'élever. On pouvait tendre le doigt aux noix de coco, ça tombe. Ou pour tuer un animal. Moi, j'ai vu un patriarche dans notre village qui avait plus de 100 ans, lorsque moi j'avais une quinzaine. Un jour, devant un prêtre qui est venu lui donner le baptême, prétendument, il lui a dit qu'il venait le baptiser chez lui. Il a fait arrêter un singe. Les singes s'amusaient aux branches des arbres devant la cour. Il a montré le doigt à un singe qui est tombé. On est allé l'arrêter doucement, comme si on a tiré sur ce singe. On l'a dépecé, on a préparé, obligeant à ces prêtres-là. Il était à Kwamayen, vers les premiers prêtres vers Otélé, au Cameroun, qu'avant de lui parler le baptême, ils vont d'abord partager le gibier. Le gars, il a mangé un singe qu'on n'a pas tiré dessus. Alors, ce genre de phénomène existait toujours, mais sauf que ça existait couramment dans une certaine Afrique qui n'était pas féodée par l'impérialisme spirituel. Aujourd'hui, il faut que ces choses-là reviennent. C'est impossible parce que chacun dit je suis diplômé de ceci, je suis diplômé de cela. Et qu'est-ce qu'il gagne après avoir raconté toutes ces choses? C'est d'aller sur les plateaux techniques, importer et qui exportent nos ressources et qui appauvrissent les pays africains en termes de balance commerciale. Et on dit, bon, je suis économiste. Et on ne prévoit rien dans le développement de son pays qu'à importer les choses qui sont des choses faire semblant parce que ça ne donne pas la vie à qui que ce soit. Voilà. Alors on va avoir plus de détails parce qu'on va revenir sur la notion de la maladie par exemple, mais avant on va proposer la deuxième partie de la chronique à nos téléspectateurs parlant des tempéraments. À chaque mode alimentaire, l'on peut coller un caractère. Les quantités des rations alimentaires selon la pluralité des humains dépendraient de leur forme de tête. Présentons en l'occurrence les types de caractères selon leur mode alimentaire. Dynamiques, ce sont des êtres émotifs et primaires. Ils recherchent abondamment la nourriture. Ils sont attirés vers l'omnivorisme et ont parfois des repas désordonnés. Ils utilisent des excitants, alcool, café, tabac et tessira. Ils reviennent à la sagesse d'un régime alimentaire plus sain que lorsque surgissent des problèmes de santé. Passionnés, ce sont les êtres émotifs, secondaires et actifs, sensibles à la nourriture. Dans ce type de caractère, l'on observe une meilleure relation vis-à-vis des aliments. Ils ont un équilibre alimentaire satisfaisant. Ils peuvent devenir de bons végétariens. Nerveux, ils sont émotifs et primaires. Leurs repas sont généralement déséquilibrés. De leur instabilité, ils mangent la nourriture disponible et sont dépendants des repas préparés par leur entourage, ce qui induit chez eux des troubles nombreux fonctionnels en particulier. Sentimental, ils sont émotifs, inactifs et secondaires. Ils sont portés vers la consommation de nourriture
afin de compenser des situations sentimentales et affectives insatisfaisantes. Les personnes de ce caractère présentent souvent des mauvaises constitutions physiques parce que leur alimentation dépend de leur entourage. Ils sont incapables de reformer leur système alimentaire. Réalistes, ce sont des êtres actifs et primaires. Ils sont réservés vis-à-vis de la nourriture. Ils consomment une alimentation copieuse et généralement concentrée. Ils souffrent souvent des maladies d'abondance. Informés, ils peuvent reformer leur alimentation pour une réussite de la récupération de la santé. Flegmatiques. Les personnes de ce type de caractère sont émotives et passionnelles. Elles conservent la maîtrise de leur régime alimentaire. Elles ont une alimentation équilibrée et leur caractère offre la meilleure indépendance vis-à-vis de l'alimentation. Généralement, elles sont en bonne santé et accèdent à un âge avancé. Nonchalants, ils sont non émotifs et non actifs. Ils ne sont guère portés à organiser leurs repas. Ils consomment de manière confuse ce qui leur est proposé. Les personnes de ce type de caractère sont difficilement amenées à pratiquer des meilleures règles alimentaires. Apathiques, ce sont des êtres secondaires. Ils mangent pour manger, sans aucun scrupule du domaine de l'alimentation. Ils sabotent tous les bons principes alimentaires qui leur sont proposés. Ils sont réfractaires à tout changement de mode de vie sur ce point. Alors nous sommes de retour sur notre plateau. Il s'agit en fait des différents caractères et du type d'alimentation. Il ne s'agit pas forcément des tempéraments. C'est vrai que ce n'est pas très loin des tempéraments, mais l'élément que nous vous avons proposé en fait, vous présentez les différents caractères et les différentes alimentations que nous pouvons avoir en fonction de ces caractères. Alors professeur, quel est le rapport que vous faites entre les caractères que nous venons de suivre et le problème de virus? Bon, alors le rapport, c'est dans les tempéraments. Je crois qu'on va y revenir à la prochaine édition parce que il y a 4 types de tempéraments qui sont en principe 4 types de caractères principaux. Voilà. Et là, divisé en 8 parties. C'est les 8 parties de ça, de la subdivision qu'on venait de présenter là, pour essayer de dire que les gens ne mangent pas comme ils mangent pour rien. Ils sont naturellement soit voraces, soit sélectifs, soit inconscients. Ils mangent tout ce qui les arrive à manger en fonction de leur forme de tête, en fonction de leur caractère. Bon, mais on va y arriver parce que il faut expliquer le problème dans le sens des éléments et relativiser cela par rapport aux saisons aussi et par rapport à bien d'autres choses. Bon, mais comme ça n'a pas été ça, le rapport entre le caractère et l'alimentation dans ce que nous venons de voir là, c'est évocateur dans le sens où lorsqu'on voit une personne comment elle mange, parfois avant même qu'on ne la voit en train de manger, prenons par exemple, vous êtes dans une clinique ou bien dans une salle de consultation. Moi je parle ici de la consultation holistique parce que la consultation clinique du genre médical s'occupe des
du diagnostic. Le diagnostic a trait à trouver la molécule qui correspond à la plainte de la personne qui s'est plaint. Alors que dans les consultations du genre holistique, c'est-à-dire l'évaluation du taux de vitalité de l'organisme de l'individu, qui part sur la base des simples bobos, des malaises, des douleurs aiguës, des douleurs criardes, jusqu'au niveau où on a quelque part donné l'impression que c'est irréparable. Alors, déjà, quand la personne est assise devant vous, à regarder rien que son visage, vous savez que son problème provient de l'alimentation. Le genre d'aliment. Parce qu'il y a un genre d'alimentation qui ne rend pas malade. Bon, lorsque on est dans l'alimentation moderne, industrielle, où on ne gobe tout, on ne mange tout, on est toutivore, comme disaient certaines personnes, moi je dis souvent diversivore, c'est-à-dire on est au-delà de l'omnivorisme. Alors, on développe d'abord un teint qui, à partir de la peau ou de la morphologie, on sait que la personne, c'est un vorace en matière de nourriture. Il n'est pas rien, c'est une bonne poubelle. Alors vous savez à quoi ressemble ce teint? Bon, alors donc, on a essayé de décrire tous ces genres de caractères-là pour que les gens prennent conscience que ça c'est. Bon, il y a une autre personne, quand tu la vois, alors c'est des gens d'abord qui sont tellement sélectifs, et puis c'est difficile de les voir en consultation. Et quand les gens, pareil, viennent en consultation, ce n'est pas souvent pour parler trop de leur maladie, mais d'expliquer des phénomènes qui permettent à ce qu'on les accompagne. Mais les gens qui sont aussi voraces sont difficiles à soigner naturellement. Parce que des grands bouffons, ils mangent tout, ils boivent tout, et puis ils se soignent mal, et ils se plaident dedans. Bon, c'est donc ce qui veut dire qu'il y a des connaissances qui peuvent accompagner l'humanité vers la sortie du tunnel où nous sommes entrés avec les pasteurs qui ont des instituts pasteurs partout dans le monde, avec les Freud qui entretiennent dont les consignes, moi je ne peux pas dire les connaissances, dont les consignes entretiennent le formatage des cerveaux de plus d'une personne en psychologie, en psychanalyse, tout ça là. Donc plein de ces études-là auraient dû être mises de côté et amener les gens à prendre conscience sur leur morphologie, sur leur tempérament, sur leur caractère, le modèle de nourriture qui va avec leur caractère et les enjeux de ce genre d'alimentation, puisque là, dans l'élément qu'on venait de passer, on essaie d'expliquer quelle partie du corps peut être attaquée en mangeant ceci, en mangeant cela. Voilà. Mais est-ce que vous pensez que on pourrait, disons, je dis n'importe quoi, on a peut-être en face de nous un phlegmatique ou un bilieux, il doit avoir une certaine alimentation. Est-ce que vous pensez qu'actuellement, on pourrait arriver à faire en sorte que à chaque tempérament, son alimentation, dont on a quelqu'un qui connaît son tempérament, est-ce qu'il pourrait arriver vraiment à respecter cette alimentation, à manger tel que son tempérament voudrait qu'il s'alimente? Oui, bon, disons que l'étude en question, la recherche en question amène à parler des tempéraments, du moins le caractère, le tempérament ou bien le caractère alimentaire de forme de visage et tout sur le plan négatif. Comme pour rappeler à ces personnes de corriger cette façon de manger. Alors maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il faut d'abord savoir, parce que l'ignorance est la mère des péchés, et l'ignorance aussi est la mère des souffrances. Si on a une souffrance, parce qu'on ignore, on est même incapable d'accepter qu'on soit aidé. Bon, parce que quand quelqu'un mange ces choses et qu'il ne sait pas que ces choses-là, c'est ça qui fait la difficulté pour sa santé,
qui lui rend malade. Alors ces choses lui rendant donc malade, lui ne le sachant pas, et qu'un jour, il se rend compte de ça par lui-même, en faisant des recherches. Parce que si c'est quelqu'un qui lui dit ça, ça sera comme si on lui a mis sous régime. Et là, ça devient une restriction, une interdiction qu'il n'accepte pas, qui devient inadmissible pour cette personne d'accepter. Parce que là même, il y a des personnes qui n'aiment même pas les régimes du tout. Mais tout au moins, que tu sois capable de changer ton régime alimentaire ou pas, il faut que tu sois au courant au moins que ce que tu manges te rend malade. Alors si tu sais ça, d'emblée, où ça te fragilise, où ça te met dans une situation, parce que, prenons par exemple la viande. Si une personne est d'une famille végétarienne et que dans cette famille, on ne mangeait pas de viande, c'est-à-dire ses parents, ses arrière-grands-parents et elle-même, donc ses parents aussi, ne mangeaient pas de viande. Que brusquement, la personne commence à manger de la viande. La personne va développer des infections de tout genre. Ça peut être les ortites, le coulement depuis au niveau des oreilles, les amygdalites, les conjonctivites, les cystites et même les blénorragies. Pourquoi pas? Bon, ça ne sera pas une contamination. Ça sera un trop plein de protéines à la membrane protéinique par rapport à la membrane protéinique de ces cellules. Donc il y aura un éclatement. Parce qu'on ne peut pas justifier à quel moment et comment les IST, les infections sexuellement transmissibles, sont arrivées dans la vie de l'homme. C'est en étudiant l'alimentation. L'histoire reconnaît qu'avant la pierre taillée, il n'y avait pas de maladie sexuellement transmissible, quand l'homme ne préparait pas ses nourritures. Bon, maintenant, quand il a trouvé le feu, il a eu des maladies grâce à une nouvelle façon de s'alimenter, à une nouvelle façon de faire fonctionner sa tête par rapport à ce qu'il avait comme problème. Parce que l'homme, c'est un nomade. À un moment donné de la vie, il peut se retrouver à une zone où il n'a plus de quoi manger. Et dans son voyage d'un point à l'autre, s'il tombe dans le désert, il va manger son chameau qui est mort. Hein? La chair de ça, grillée par le soleil. Hein? Et s'il en mange, c'est comme ça que ça commence, la consommation de la viande. Il voit comment il ne meurt plus. Parce que la première maladie de l'être humain, c'est la famine. Alors, il voit comment il n'est pas en train de mourir. Mais il va dire, mais attends, mais on peut manger de la chair, on ne va pas mourir. Mais sauf qu'on peut manger de la chair pour ne pas mourir. Mais accepter aussi qu'on tombe malade, on devienne malade. Parce que si on peut éviter de manger certaines choses, parce qu'on n'est pas au désert, pourquoi pas? Si on peut éviter de manger certaines choses, parce qu'on a les moyens de le faire, pourquoi pas? Mais si on mange pour manger, et non pour vivre, parce qu'en mangeant la chair dans des conditions de survie, ça ne va pas faire, ça ne sera pas aussi dangereux. Parce que qu'est-ce qui fait problème dans l'alimentation? C'est le fait d'élever le taux d'acidité. Quand le taux d'acidité est trop élevé, l'équilibre acido-basique étant rompu, la maladie s'installe. Voilà. Alors, professeur, parlons de l'équilibre acido-basique. La semaine passée, nous parlions de l'acidose métabolique, qui est les déchets que les cellules fabriquent de par leur vie dans l'organisme. Alors moi, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'on peut avoir quelqu'un qui a une alimentation convenable, mais est-ce que cette personne-là pourrait vivre toute une vie sans être malade? Non, on ne peut pas vivre toute une vie sans être malade. C'est qu'on dirait que la mer ne doit pas avoir des marées hautes et les marées basses. Le corps doit à chaque fois
avoir des réactions telles que l'élévation de la température, ce qu'on peut appeler palud, mais parfois à tort, la fièvre. Alors, la fièvre va permettre à ce que tout ce qu'il y a comme déchets à l'intérieur du corps, des déchets organiques de suite par ces troubles métaboliques dus à l'acidose métabolique, de se retrouver dehors, soit par l'encrassement de la surcharge de la langue, ça il faut vérifier ça tout le matin, soit par une certaine forme de transpiration qui peut arriver, vous vous mettez à transpirer, vous ne comprenez rien, soit par les maladies de la peau, les furoncles, les abcès et tout, qui vont aller dans le sens à prouver qu'il y a trop de déchets dans le corps, soit par une fièvre, où tout le corps va s'embraser, la température va atteindre un niveau à plus de 37 degrés, à près de 40 degrés. Bon, maintenant, il faut gérer ça, c'est tout simplement ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas empêcher à ce que l'évacuation, le rejet de ces déchets ne s'efface, ne se produise. Il faut tout simplement accompagner les cellules qui sont en train de dire nous avons trop de déchets, un trop plein de déchets ici, nous voulons que ça sorte. C'est tout, c'est une information. Quand la température augmente, c'est que tu es informé. Les cellules ne sont pas en train de dire nous sommes malades, non. Ils sont dit nous sommes encombrés. Soit nous sommes encombrés par nos frères morts et nos sœurs mortes qui font un surplus de radicaux libres. Donc nous ne voulons plus de ça. Bon, alors voilà le mécanisme que nous mettons en place. Alors, dans ces mécanismes, il faut aller dans le sens des cellules. Si quelqu'un a un abcès en gestation, il ne faut pas ouvrir. Il faut provoquer, il faut accompagner le corps à ce que cet abcès-là mûrisse et que tout le pus sorte. C'est tout. Mais si vous ouvrez, il y a comme si le cheminement des déchets qui commençait à se constituer, bon, pour atteindre le point culminant, afin qu'il sorte, cela a été arrêté. Parce qu'en plus de ça, lorsqu'on ouvrait, on met des antibiotiques. C'est inimaginable de penser que c'est la science comme ça. Vraiment. Donc, à vous entendre, ça veut dire que, professeur, on ne peut ne pas être malade. On est malade, mais il faut savoir accompagner le corps vers la maladie. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Il faut savoir dire, il faut savoir écouter le corps et savoir que c'est vous qui êtes malade, ce n'est pas les cellules. Les cellules sont en situation de gêne, sont gênées et demandent à ce qu'on leur foute la paix. Bon, soit avec leur encombrement qui provient des cadavres des autres cellules. Il faut appeler ça ainsi parce que c'est un univers. Alors, dans les canaux par lesquels les cellules veulent à ce que le ménage soit fait dans l'organisme doivent être respectés. C'est ce que je suis en train de dire. Alors, professeur, à quel moment cette fièvre-là, qui n'est que une forme de rejet pour le corps, à quel moment cette fièvre devient plus qu'une forme de rejet, c'est-à-dire qu'elle devient inquiétante au point où on peut parler de maladie? Parce que si on reste dans la logique où c'est le corps qui met son dispositif en marche pour pouvoir évacuer ses déchets, à ce moment, il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un moment où on a peut-être une fièvre, 1 jour, 2 jours, 3 jours, mais jusque-là, la fièvre ne finit pas? Il faut bien qu'on puisse faire la différence entre cette fièvre-là, qui semble être déjà maladie, et la fièvre normale qui est juste le rejet des déchets. Non, la fièvre ne saurait être très normale, c'est une maladie. Perfect. Voilà. Non, je veux abonder dans un sens. Que ça fasse un jour, c'est d'ailleurs difficile d'avoir une fièvre pour une journée. C'est très difficile. Parce que quand les cellules s'entendent à se libérer,
c'est pour un travail de fond, surtout dans le cadre des fièvres. Parce que ça commence par le foie. Quand le foie n'arrive pas à phagocyter les déchets et tout, que les déchets sont entrés dans le sang, et tout cela, il faut maintenant que les porcs souffrent et que ces déchets-là sortent. Alors, si vous ne faites pas attention, vous pouvez mourir. Vous pouvez vous retrouver en urgence. Bon, ça, faire attention veut donc dire quoi? Veut dire que si vous simplifiez cela, vous pouvez vous retrouver en urgence. Maintenant, dans le cas d'espèce, par rapport à la réponse à donner à ta question, vous avez une fièvre un jour. Bon, vous grelottez un peu, parce que souvent ça se passe comme ça, que peut-être c'est tous les soirs, à partir de 15h, 16h, ou 17h même que ça arrive. Ça vous alité jusqu'à 20h, 21h, et même jusqu'à minuit. Bon, vous ne faites rien. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne comprenez pas que quelque part les cellules sont un peu débordées. Parce qu'il ne faut pas que le jeu de rejeter les déchets hors du corps n'embarrasse les cellules dans leur fonctionnement. Il faut que les cellules continuent à fonctionner normalement et que dans leur fonction d'évacuation des déchets hors du corps, que cela se passe avec l'aide de la personne qui s'est établie comme malade. Alors, donc là, qu'est-ce qu'on fait? Dans le système naturel, qui est un système traditionnel, très ancien, qu'on a mis sur pied aujourd'hui, des mécanismes du genre l'utilisation de fluides électriques pour provoquer un certain gaz, une certaine vapeur pour réchauffer le corps, ou qu'on aille dans le système traditionnel où on se mettait sous une couverture avec une grosse marmite, l'eau bouillante, et puis on se faisait chauffer par la vapeur, les pores s'ouvraient, on transpirait abondamment. Dans l'ancien temps, on pouvait se laver avec de l'eau chaude, cette eau chaude, où on en buvait, parce que les plantes qui y étaient des plantes médicinales en même temps. Et puis on dormait bien. Au bout de 2-3 jours, une fièvre qui allait faire 10 jours ou qui allait tuer, on n'en parlait plus. Bon, donc on a aidé à ce que le travail qui se fait à l'intérieur ne soit pas difficile, ni pour l'intérieur, ni pour l'extérieur. Parce que l'extérieur, c'est toi. Parce que tu vas te plaindre partout, je suis malade, ceci, machin et tout. Alors que de l'intérieur, les cellules veulent se débarrasser de tous ces déchets-là. Donc il y a ce genre de méthode. Il y a des méthodes où on boit du chaud. Donc on fait des infusions, on boit ça à chaud. Bon, ça provoque un autre genre de mécanisme métabolique qui permet à ce que le sang soit réchauffé. Et puis, parce que le bain de vapeur a réchauffé le sang, que de l'extérieur, partant sur la peau étant un organe, n'étant pas une enveloppe, alors on peut plutôt plonger le chaud à l'intérieur pour que ça produise aussi le même effet, mais cet effet n'est pas autant rapide. Hein? Ce n'est pas tellement instantané qu'en utilisant les bains de vapeur. Alors cette manière de se soigner doit tenir compte de l'état du côlon. Parce que il y a des risques que vous faites beaucoup à vouloir faire des bains de vapeur, alors que vous devriez faire peu en nettoyant en même temps le tube digestif et en faisant très peu de bains de vapeur. Donc, dans les tisanes qu'on doit absorber, ça doit être des tisanes qui drainent les déchets hors du corps, en passant par l'anus ou quoi, ou si on a des blocages au niveau du haut, c'est-à-dire de l'estomac en montant, qu'on boive des vomitifs. Et là, on libère le haut et puis maintenant on fait le lavement par voie rectale. Et tout cela doit être dans
le sens de la pratique de l'art médicinal. Voilà. Ça ne doit pas se faire dans le désordre, qu'on ait pris la recette de n'importe qui et n'importe où, allez, on s'applique ça. Alors qu'on n'y comprend rien. On doit aussi tenir compte du fait que, est-ce que ces déchets-là ne sont pas en rapport avec la médication? Parce qu'il y a des gens qui boivent des médicaments qui font en sorte qu'à un moment donné, son foie bloque. Il n'arrive plus à bien fonctionner et puis ça devient comme quoi il a le palu. Hein, un palu chronique. Voilà. Alors, professeur, tout à l'heure, vous avez parlé de lavement rectal, des purges en quelque sorte. Mais on a l'habitude d'entendre dire que quand on a de la fièvre, c'est-à-dire quand on a une température qui est élevée, on évite de faire des purges. Oui, mais c'est pourquoi j'ai dit qu'on prend d'abord des infusions pour nettoyer le tube digestif passant par la voie buccale, et on prend aussi les bains de vapeur en compte jusqu'au moment où on va voir maintenant la situation du côlon. Pour que, dès que vous aviez peut-être maîtrisé la température, directement le lendemain matin, puisque souvent ça se passe que le matin tu te réveilles bien, c'est dans l'après-midi que ça commence, tu profites le matin pour faire un lavement par voie rectale. Alors, professeur, quels sont les signes précurseurs, les signes avant-coureurs d'une fièvre ou alors des abcès et autres? Est-ce qu'il n'y aurait pas un signal que notre corps nous donnerait avant d'arriver à la fièvre? Le signal, c'est la constipation. C'est aussi banal que ça. Mais comme nous sommes les modernes, on nous rapporte de la science classique, livresque, scolaire, universitaire, que si tu fais 3 jours, tu fais les selles une fois, c'est que tu n'es pas constipé. Moi j'ai lu des conneries comme ça, je ne sais pas si c'était des écrits de fous ou quoi. Hein? Pour ne pas manger, pendant une semaine, il y a les gens ceux qui mangent peu mangent 1 kilo de nourriture par jour. Ceux qui mangent peu, bon, ceux qui n'en ont pas, mais ceux qui en ont mangent 1 kilo de nourriture par jour. Alors si vous mangez 10 jours, vous avez 10 kilos. 30 jours, vous avez 30 kilos de nourriture. Mais si vous faites caca, un morceau de sel, de 100 grammes par jour, mais vous avez fait caca beaucoup pour les modernes. C'est même trop. C'est même de trop. C'est même quoi ça? Surtout si vous faites caca 2 fois par jour, mais c'est que vous avez tué seulement. Et pourtant, vous avez fait moins de 500 grammes ou bien de 200 grammes. Alors si vous avez 30 kilos, c'est qu'en un mois, vous avez peut-être sorti seulement 10 kilos. Tout cela, tout le reste va où? C'est ça qui rend obèse, c'est ça qui bouche la circulation sanguine jusqu'à provoquer les problèmes d'hypertension, l'artériosclérose et tout cela. Bon, maintenant, quand tu es dans cette situation, c'est que tu n'as pas surveillé ton côlon. Ça commence donc par des petites conneries telles que, soit il y a le gaz, hein, qui fait que lorsque tu as mangé, tu ressens comme si tu n'as pas digéré. Bon, ça remonte au niveau de la gorge, de l'œsophage. Ça revient au niveau de la gorge. Bon, mais ça ne remonte pas au niveau de la bouche. Vous sentez un mal au niveau du cœur. Vous commencez à dire j'ai mal à l'estomac. Et puis vous partez boire les phosphalogènes, les Malox. Directement. Ça se calme. Parce que l'acide que ça a provoqué, l'autre acide qui est entré, allez, ça fait la synthèse. Acide et acide, allez, ça se calme. Mais ça devient plus acidifiant au fil du temps. Il y a ce genre de situation pour ce qui est des maladies cardio, du moins entérogastro-logiques. Pour ce qui est de la fièvre, parfois, quand vous avez constipé, vous avez les maux de tête. Ces maux de tête-là peuvent provenir d'une petite toux. Vous pouvez avoir un rhume. Le rhume-là peut être très difficile à gérer parce que les narines sont complètement bouchées. Bon, après viendra la fièvre. Là, vous aviez déjà ce qu'on peut appeler la grippe. Il manquait seulement qu'on vous fasse une analyse pour voir si les virus de grippe ne sont pas là. Bon, les virus de grippe sont donc quoi? C'est des micro-organismes qui se sont constitués à base des déchets, hein, pris dans
toutes les dimensions dans l'acidose, soit respiratoire, soit métabolique. Voilà. Alors, professeur, on va proposer à nos téléspectateurs la réflexion de ce soir et on revient juste après pour la suite de notre émission. Visage méconnu de Google, fascinant pour les uns, inquiétant pour les autres. On sait que le groupe américain est devenu le maître d'Internet. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il est aussi en train d'investir massivement dans le futur de l'humanité. De quoi s'agit-il ? De l'intelligence artificielle, des nanobiologies, bref, de ce qu'on appelle l'homme augmenté, qui repoussera les limites et les forces de l'âge. Johan Rolla, Alain Location. Pour le commun des mortels, c'est un simple moteur de recherche. Google, des millions d'utilisateurs à travers le monde, 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Mais ce géant américain affiche désormais une ambition bien au-delà des limites d'Internet, faire reculer notre propre mort. Et voici sa nouvelle recrue qui pourrait faire toute la différence, Ray Kurzweil. Un visage largement méconnu en France, une célébrité de l'autre côté de l'Atlantique. Vous êtes comme une rockstar? Il n'est pas comme, c'est une rockstar. Un ingénieur dont les prédictions déplacent les foules, car sa vision du futur est pour le moins surprenante. Voici par exemple un globule rouge robotisé, 1000 fois plus puissant que sa version biologique. Cela ressemble à de la science-fiction. Et pourtant, selon cet homme, ces robots minuscules apparaîtront dans quelques années à peine. Grâce à eux, notre corps sera alors capable de se réparer tout seul. Et notre esprit entrera en contact direct avec des ordinateurs. Dans 20 ans, notre cerveau sera directement relié à un cerveau synthétique virtuel et notre pensée deviendra un mélange de pensées biologiques et non biologiques. Un corps robotisé. Une conscience reprogrammée pour devenir immortelle. Les incroyables prophéties de cet homme alimentent désormais de folles rumeurs. Vous allez voir, il va y avoir du changement. Sur les intentions de son employeur. En une de ce célèbre magazine américain il y a quelques mois, et si Google pouvait résoudre la mort, car les derniers projets de la firme sont assez troublants. Cette lentille de contact pour surveiller notre diabète, ou cette pilule de nanoparticules capable demain de détecter un cancer avant même qu'il ne se déclare. Officiellement, bien sûr, aucune volonté chez Google d'abolir la mort, mais notre santé intéresse de plus en plus ses dirigeants. Est-ce que ce ne serait pas génial si nos dossiers médicaux étaient disponibles anonymement pour les médecins-chercheurs? Si on fait juste ça, je pense que ça sauvera 100 000 vies cette année. Et le géant ne lésine pas sur les moyens de prolonger nos vies. Dans son centre expérimental secret Google X, l'entreprise travaille avec des géants de l'industrie pharmaceutique comme Novartis. Et Google investit plusieurs milliards dans d'autres entreprises. Un laboratoire à la recherche d'anticorps pour doper nos cellules, une firme qui propose aux internautes de leur révéler les secrets de leurs gènes, ou même une filiale spécialisée dans la lutte contre le vieillissement. Peu à peu, Google investit tous les domaines les plus prometteurs de la recherche médicale. Une générosité qui, de la part d'une entreprise privée spécialisée dans la collecte de données personnelles, n'est peut-être pas totalement désintéressée. Le business de Google, c'est l'information sur les gens, c'est le contrôle des gens, c'est la maîtrise des gens. S'il est possible de connaître ou de prétendre que l'on connaît, de faire croire aux gens que l'on connaît, tous leurs déterminants de santé, tout leur avenir biologique, y compris leur longévité, c'est un élément de contrôle supplémentaire. Un tel projet commercial serait-il d'ailleurs destiné à l'humanité tout entière? Ces organes artificiels, ces prothèses de dernière génération accessibles à tous ou à une poignée de privilégiés. Comme les dirigeants de Google, le docteur Laurent Alexandre en est persuadé. Certains hommes vivront bientôt plusieurs siècles. Mais ce spécialiste de la médecine de demain se méfie des promesses de vie éternelle qui accompagnent ces progrès de la science. La science est en train de quitter la science. Elle est en train d'organiser la politique. Les gens de la Silicon Valley veulent être les vrais politiciens du XXIe siècle, c'est-à-dire les gens qui prennent les décisions sur l'avenir de l'humanité.
Il y a un gros risque avec ces technologies, c'est que l'homme soit pris d'un sentiment de toute puissance, qu'il se prenne pour Dieu et qu'il réorganise complètement le fonctionnement de nos vies au détriment du sens de notre vie. Des promesses qui, pour l'heure, font seulement recette dans les cinémas. Et Mr. Nobody sera bientôt le dernier homme sur Terre à mourir de mort naturelle. Ce film imaginait par exemple l'extinction du dernier être humain mortel dans 80 ans seulement. Voilà qui nous amène à l'ouverture à Las Vegas du salon annuel des hautes technologies. C'est le grand rendez-vous de l'électronique mondiale. Alors, nous sommes revenus sur le plateau du Monde Inconnu. Alors, professeur, on proposait à nos téléspectateurs un futur, je ne sais pas, peut-être en 80 ans, des hommes. Bref, un commentaire là-dessus, professeur. Ça, c'est la folie, purement et simplement. Parce que déjà, ça les dépasse de savoir d'abord déjà qu'est-ce que c'est que la cellule, comment vit la cellule, quelle est la double dimension de la cellule, la triple dimension même de la cellule. Mais ça ne les dépasse pas à créer des engins de la mort de la cellule, prétendument qu'il y aura d'un côté une réflexion biologique naturelle, et dans notre cerveau de l'autre, une réflexion biologique artificielle venant des ordinateurs. Alors vraiment, bon, qui se mettent dans ces projets, les gouvernements vont les aider parce que les hommes politiques sont aussi des fous. Mais si ce n'était pas ça, s'il n'y avait pas cette folie-là, je crois que Pasteur ne devrait pas avoir la palme d'or. Il n'y aurait pas des instituts Pasteur partout. Donc ça a été toujours comme ça. Attendons voir, peut-être que certains d'entre nous qui veulent vivre comme Enoch de la Bible, qui avait vécu 900 ans et poussière, profiteront cette fois-ci de cette technologie-là. Mais moi, je m'en moque parce que depuis que la médecine se bat de finir avec les maladies, depuis la découverte des bacilles des coqs, la tuberculose n'a jamais cessé d'exister. Pourtant, quand on avait découvert ça, c'était quelque chose qui allait dans le sens de ne plus parler de la tuberculose. La même chose avec Lavaran qui découvre le plasmodium dans les travaux faits en Algérie, si j'ai bonne mémoire encore, en 1866. Alors, ce monsieur, il avait prétendu que, bon, là maintenant, on ne parlera plus du paludisme. C'est devenu la maladie des Africains. Et nous parlons non plus de palud. Même quand bien même les grippes sont plus puissantes que les palud. Au fait, qu'est-ce que l'homme cherche? Il cherche à contourner la souffrance. Il cherche des raccourcis. Et pourtant, à vouloir contourner la souffrance, on crée d'autres souffrances. Comme je venais de dire tout à l'heure, si vous aviez une fièvre, parce que vous comprenez comment fonctionne votre tube digestif et que vous déblayez le tube digestif et tout, vous restez 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans sans avoir de fièvre. Nous autres, on vit comment? Moi, quand j'ai une grippe, le rhume, là, je me mouche normalement, la morve sort autant que ça veut, parce que ma cage thoracique doit être désencombrée. Je me bats pour que mes pores s'ouvrent et tout, et puis je fais 5 ans. Je n'ai plus rien. En 1 semaine, je me débarrasse de mes déchets pour 5 ans. Tout le monde peut faire ça. Ce n'est pas de la magie, je ne fais pas du sport, je ne fais rien. Parce que je suis toujours en train d'écrire, de lire, d'écrire, de lire. Bon, alors, finalement, si on y ajoute un mode de vie normal, sport, alimentation, sommeil, tout ça bien, c'est que moi, à me voir, c'est que j'ai l'âge de 30 ans. Ah. Mais parce que il y a certaines choses que je ne fais pas, que je finis par atteindre le poids de l'âge qui me suit avec le désordre. Mais je dis et je répète, les gens, il y en a plein qui nous suivent, qui n'ont rien à faire. Ils quittent le travail, ils viennent dans une buvette, ils boivent jusqu'à minuit, jusqu'à 2 heures du matin, ils ne dorment pas. Après, ils partent, ils dorment un peu, demain, ils quittent encore pour aller travailler. Ils font quoi? Ils n'apportent rien à l'humanité. Il faut au moins se sacrifier
Tu lis, tu regardes l'évolution de la science, tu prends des vidéos pour essayer d'en discuter avec les gens comme nous sommes en train de le faire ce soir. Ça, c'est un sacrifice génial. Les gens se sacrifient leur vie dans le désordre. Pourquoi? Bon, disons que pour ça, c'est sûrement comme ça qu'ils sentent qu'ils existent. On va prendre rapidement les messages des téléspectateurs. C'est le SOS téléspectateurs. Bonsoir professeur, que devons-nous donc faire pour avoir la santé divine? La santé divine, c'est ce que nous essayons de dire. Nous devons d'abord savoir que nous avons les cellules. C'est nous qui devons le savoir, que nous avons des cellules qui sont les êtres vivants. Ce n'est pas le médecin, ce n'est pas le corps médical officiel, ce n'est pas les gouvernants. Eux-mêmes, ils aiment la maladie. C'est pourquoi ils ne font rien pour que la maladie parte. Ils aiment la maladie. Alors, on ne peut pas faire le monde avec les gens qui aiment quelque chose et vouloir être à l'écart de la chose. Donc, on doit chercher à savoir comment fonctionnent nos cellules, comment nos cellules nous mettent en alerte, à quel moment la fièvre doit aller, on doit aller à l'hôpital avec la fièvre, à quel moment on ne doit pas aller. Parce que moi, je ne dis pas de ne pas aller à l'hôpital. L'hôpital, c'est quelque chose de bien pour les gens qui ne peuvent rien faire d'autre que d'y aller, de un. De deux, pour les urgences. Mais si quelqu'un veut avoir une santé divine, il doit éviter de déranger ses cellules, il doit écouter ses cellules, il doit composer avec ses cellules, il doit être gentil vis-à-vis de ses cellules. Voilà. Alors, Monsieur Patrick voudrait savoir si l'on peut faire des miracles si l'on croit à la tradition sans être un initié. Bon, croire n'est pas comme l'église où on croit à Jésus et on commence à prier. On prie Jésus. Non. Croire, c'est réaliser l'existence de quelque chose. C'est ça, croire. Ce n'est pas l'espérance. Si tu crois à la tradition, ça veut dire que tu essaies de savoir comment la tradition fonctionne. Tu te cultives à fond sur la donne traditionnelle. Parce que la tradition, elle est mondiale. Les coutumes sont d'ordre régional. Alors donc, si tu connais comment fonctionne la science traditionnelle, et que tu prennes la branche, pour ne pas dire le pan, qui va vers les méditations, du genre méditation transcendantale, qui permet d'avoir des révélations, d'avoir des messages au cours de tes rêves. Alors, à ce niveau, tu peux faire des miracles. Mais là, c'est un travail de longue haleine, parce que Manu Bango disait, c'est bon de voir quelqu'un quand il est déjà à ce stade, mais c'est aussi meilleur de savoir d'où il vient, comment il a galéré. Il a traversé voilà. Étape. Bonsoir à vous. Comment avoir une eau basique avec l'eau du robinet? Alors, je crois que l'eau du robinet, ça dépend de quel pays. Au Cameroun, l'eau du robinet n'est pas si... En tout cas, c'est pas en fait, c'est un numéro de l'étranger. Alors, l'eau du robinet au Cameroun n'a pas un problème. Comme l'eau du robinet, c'est pas moi, dans certains pays comme au Togo, où on boit carrément la mer, et parfois tu as vraiment tout le sel dans... Bon, ça ne veut pas dire boire l'eau de la mer, ce n'est pas bien, mais ça dépend aussi de quelle quantité de sel qu'on en prend tout le temps de cette eau. Parce qu'il y a des moments où on boit l'eau de la mer pour se soigner des maladies, mais pas éternellement. Bon, alors, donc les eaux, si ce n'est que l'eau, on peut, le problème d'eau est très compliqué, on peut en faire toute une émission. Parce que moi, je ne préfère pas parler des choses en l'air. Je préfère parler des choses lorsque j'ai bien mûri la réflexion sur la chose et comment gérer la chronique avec. Voilà. Alors, bonsoir à vous en studio. Je veux que vous m'aidiez. Rien ne marche
dans ma vie depuis 15 ans. Déjà, tout ce que je fais n'aboutit pas. Bon, le message n'est pas très clair, mais toujours est-il que c'est un SOS qu'un téléspectateur lance. Bon, mais la personne va appeler leur antenne, hein, ou bien vous allez lui donner une réponse par SMS, quoi. Alors, un autre message, malheureusement, qui n'est pas dans le thème. Je fais des rêves toutes les nuits, comme si les gens me touchent, et quand je me réveille, je ne vois personne. Bon, il ne faut plus manger mal et il ne faut plus constiper. Comme ça, une partie de ton corps, parce qu'il y a des fois, quand on a bien mangé le soir, on transpire la nuit, les élémentaux, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler des esprits. Bon, la transpiration là devient comme oui, comme l'essence, c'est-à-dire comme une vapeur. Et cette vapeur là, ils viennent se nourrir de ça. Bon, et ça peut faire vous rêver n'importe quoi. Voilà. Alors, salut, c'est Gio depuis Yaoundé. Comment distinguer une maladie mystique d'une maladie simple, parce qu'elles ont souvent les mêmes symptômes? La maladie mystique, on passe au scanner. Hein. Le scanner, c'est la voyance. Voilà. Et là, on sait que ça, c'est pas une maladie simple. Voilà. Je voudrais vous joindre, d'accord? Vous aurez le contact du professeur plus tard. Peut-on être milliardaire sans appartenir à aucune loge, aucune secte? Ben oui. Milliardaire sans appartenir à aucune loge, à aucune secte. Ça dépend de ce qu'on entend par milliardaire. On peut bien être milliardaire sans avoir l'argent. Bon, mais quand on a la connaissance, on est milliardaire. Hein? Parce que les gens qui ont de l'argent et qui ont terriblement de l'argent courent vers toi. Voilà. Alors bonsoir professeur, la semaine passée vous aviez fait allusion à l'acidose métabolique et respiratoire. Comment faire pour se débarrasser de tout ce qui est acidose métabolique? Les acidoses, c'est diminuer le taux d'acidité dans l'organisme en prenant soin de manger des choses qui ne sont pas de nature à ajouter de l'acidité dans le corps, de ne pas de prendre des médicaments qui vont ajouter de l'acidité dans le corps, de boire beaucoup d'eau, l'eau de manière très naturelle, de respirer dans les conditions normales, donc de faire des exercices, qu'est-ce que je veux dire? Des exercices respiratoires accompagnés de petites gymnastiques et tout. Voilà. Professeur, moi j'ai découvert que mon épouse est une sorcière qui pratique énormément. Que faire? On le verra en antenne, parce que moi je ne pense pas que vous découvrez que votre épouse est sorcière, donc elle est sorcière. Parce que au moins vous l'aimiez, vous ne la voyez pas sorcière. Peut-être que maintenant vous ne l'aimez plus. Bon, donc il faut une voyance pour savoir si vraiment elle est sorcière. Voilà. D'accord, on prend une dernière. J'aimerais que vous m'aidiez. Je vais quand même lire parce que je suis déjà devant le message. J'aimerais que vous m'aidiez à trouver du travail. Depuis 2017, je cherche du travail, je n'en trouve pas. Aidez-moi s'il vous plaît. Hors antenne, on va voir si nous on a le travail que quand quelqu'un veut ça, on lui donne seulement. D'accord. Alors professeur, nous sommes arrivés déjà au terme de l'émission. Un dernier mot avant de la conclure. Bon, alors le dernier mot, c'est qu'on a promis tout à l'heure qu'on va parler des tempéraments. On va s'efforcer à mieux parler de tempéraments en essayant de bien analyser les caractères et l'alimentation, tout ça là, parce que on a choisi un élément sans trop expliquer qu'est-ce que c'est. Donc il faudra que la prochaine édition, on essaie d'amener plus de réponses à cela. Alors nous avions été ravis de vous savoir nombreux à nous écouter ce soir. Merci de nous avoir prêté votre attention. On prend rendez-vous mardi prochain à la même heure sur la même chaîne. Surtout, n'oubliez pas que mardi prochain, nous allons traiter des tempéraments. Donc vous aurez plus d'éléments là-dessus par rapport à ce que vous aviez eu ce soir. On se donne rendez-vous mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.